Alors, ne faut pas hésiter, je n'ai pas beaucoup de slides, donc à que ce soit interactif. Donc, l'idée, c'est vraiment que moi, je vous raconte un peu comment nous, on a appliqué cette notion d'alignement que je porte, en fait, sur 2050 et de manière générale, en le développant auprès des startups et des sociétés qu'on accompagne. Sachant qu'il y a une première chose qui est d'abord de se dire au moment où, en fait, d'où ça vient. Donc ça vient de deux endroits. Le premier, c'est que moi, j'ai un parcours d'investisseur, en fait. Donc ça fait 20 ans que j'investis dans l'innovation, principalement numérique, mais maintenant beaucoup plus durable. Et en fait, quand on manipule l'argent comme ça, on se rend compte de la puissance de ça. Et on se rend compte que quand on est en train d'investir, on n'est pas du tout en train de prédire le futur, on le façonne. Et que donc, la question d'après, en fait, c'est on veut contribuer à quoi? Parce que quand on met beaucoup d'argent dans cette direction, il y a beaucoup de chances que la société elle aille par là, plutôt que si on la met plutôt pour aller par là, en fait. Et donc, la question d'après, c'est vraiment on veut contribuer à quoi? Et là, on se rend compte du vide intersidéral qu'il y a de la pensée sur quelle est la société dans laquelle on veut vivre demain. C'est-à-dire que toutes les projections sur le futur aujourd'hui, elles sont extrêmement anxiogènes. Et on est dans elles sont soit anxiogènes, soit partielles. C'est-à-dire qu'on va parler de l'avenir de telle entreprise ou de tel secteur de l'économie, ou etc., sans comprendre à quel point c'est complètement interconnecté, en fait. Et du coup, il n'y a pas, ou en tout cas, moi j'ai cherché et j'ai assez peu trouvé de vision de la société, d'un projet de société auquel on aurait envie de contribuer, voilà, et qui permettrait de tirer les énergies. Et qui, moi, répondrait à la question, OK, mais donc, dans quoi est-ce qu'il faut qu'on investisse maintenant pour arriver à vivre dans la société dans laquelle on veut vivre demain, puisque pour ça, il faut avoir une vision, en fait, de là où on veut aller. Donc, tout ça pour dire que une des premières choses, et c'est la raison pour laquelle j'ai monté une entreprise qui s'appelle 2050, c'est de se dire, en fait, 2050, c'est maintenant que ça se construit, puisque c'est les décisions qu'on prend maintenant qui portent cette direction-là. Et comment est-ce qu'on prend ces décisions-là, en fait? Comment on prend ces décisions-là? Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est de se dire, OK, donc 2050, nous, on veut vivre dans quelle société? De manière très simple. Et je vais à l'envers, donc ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc, en fait, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est un futur fertile. Donc, fertile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monde qui est productif. On est dans cette logique de donc, créer des choses, en fait. Ça participe de qui on est. Mais c'est aussi adaptatif. On sait s'adapter un peu naturellement aux grands changements, qui soient environnementaux, qui soient sociaux, qui soient technologiques. Et on est dans une logique de diversité, puisqu'il y a vraiment l'idée de trouver des solutions là où les problèmes se posent et qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à un autre endroit où ce ne sera pas exactement les mêmes problématiques. Donc de pouvoir s'adapter quelque part à la diversité des problèmes et des solutions. Et en fait, quand on va plus loin avec cet objectif, on se dit, OK, donc ça, on a posé un mot, ce qui permet de concrétiser et de tirer. Mais ça veut dire quoi exactement? Et on s'est dit, en fait, il y a 5 buts essentiels qu'il faut qu'on arrive à atteindre, qui sont que, 1, on peut arriver à habiter la Terre et produire de manière durable. 2, qu'on puisse tous manger de manière saine. 3, qu'on puisse prendre soin de sa santé au quotidien, donc dans un monde connecté où le rapport au travail change, où l'environnement autour de nous change. 4, qu'on puisse faire évoluer les modèles éducatifs et culturels de manière à ce que chacun puisse y contribuer à ce futur fertile, parce que plus on creuse ces sujets, plus on se rend compte qu'en réalité, on sait plein de choses, mais elles ne sont pas dites, elles ne sont pas enseignées, elles ne sont pas valorisées, et qu'on a un vrai sujet aussi de changement de rôle modèle, quoi. Donc ça, c'est le 4e enjeu. Et le 5e, c'est la confiance. C'est de se dire, il faut qu'on arrive à restaurer la confiance à la fois au cœur de nos économies, avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui permet de financer cette transition sur le long terme, mais aussi un système sociétal ou un système de l'information qui permette que les démocraties fonctionnent. Donc une vraie confiance dans ce qu'est la science, ce qu'est l'information et comment on utilise ce qu'on sait et de manière fiable grâce notamment à toute l'infrastructure de données pour y arriver. Donc ça, c'est ce qu'on s'est posé nous, finalement, en se disant, c'est notre compas, c'est notre boussole, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question tout le temps, dans les décisions qu'on prend, de est-ce que ça nous emmène dans cette direction-là? Et ça, c'est assez révolutionnaire en finance, parce que la finance, c'est autre chose que j'ai appris depuis toutes ces années en manipulant l'investissement, c'est qu'elle raisonne un peu comme de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui a marché dans le passé, marché étant gagner beaucoup d'argent. Et à partir de ça, on va prendre des décisions maintenant qui optimisent notre chance de gagner de l'argent, mais sur les anciens modèles, en fait. Voilà. Donc, du coup, on est non seulement en train de perpétuer le passé, mais on amplifie le côté profitable, donc sans tenir compte des autres dimensions qui sont la dimension environnementale et sociale. Et donc, dans une ère de transformation complète de l'économie, où justement cette transformation, c'est de tenir compte de la performance environnementale et sociale, on ne peut pas s'appuyer sur ces données historiques, puisqu'il n'y en a pas sur l'environnement ni le social. Et donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire l'inverse, c'est-à-dire de regarder le futur, où est-ce qu'on veut aller, de se poser donc ce cap-là, et de comprendre aujourd'hui quels sont les problèmes qu'on rencontre et quelles sont les solutions qui nous paraissent les plus adaptées pour avoir le plus de chances possible d'atteindre cet objectif-là. Et en fait, on revient à des choses extrêmement basiques qui sont que si on arrive à créer des entreprises qui règlent ces problèmes en profondeur, ce sont des problèmes tellement évidents, essentiels et profonds que ce seront des grands succès économiques. Mais ça devient une conséquence du fait d'avoir finalement satisfait des besoins qui sont essentiels pour la population, quoi. Donc, une fois qu'on a posé ça, et donc ce cap, il y a un vrai sujet derrière qui est ce sujet, alors je le prends dans quel sens, celui-là je crois, ouais, qui est du coup de se dire, bon, à partir de ce moment-là, comment on reste aligné. Donc cette notion d'alignement, elle est hyper importante parce que moi, quand j'ai démarré, tout le monde commençait à me dire, ah oui, donc tu fais un fonds d'impact. Et je ne comprenais pas pourquoi ça m'énervait beaucoup. Et j'ai compris en grattant en fait et en comprenant que d'une part l'impact, il y a des gens qui l'utilisent dans un sens négatif. La Commission européenne par exemple, quand elle parle d'impact, c'est un impact adverse, donc c'est un impact négatif. Tous les sujets d'empreinte carbone, etc., c'est ce qu'on émet en fait. Donc c'est la partie négative de l'impact. Et dans le monde de l'impact, on parle d'impact positif. Donc déjà, il y a une espèce d'imbroglio complet sur ce que ça veut dire. Il n'y a pas de référentiel commun, il n'y a pas de... Voilà. On ne traduit pas, mais d'autre part, dans la tête de la finance de manière générale, parce que la finance s'est construite sur des mathématiques, et en mathématiques, on optimise sur une dimension. Donc ça veut dire qu'on choisit, est-ce qu'on optimise le profit ou est-ce qu'on optimise l'impact. Donc l'un est un coût de l'autre, en fait. Donc souvent, la raison pour laquelle, moi, finalement, je n'aimais pas, c'est que ça me ramenait dans une discussion gagnant-perdant, en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas, et je ne vois pas dans la nature, il y a plein d'écosystèmes qui, parce que les écosystèmes vont bien, eh bien nous, à l'intérieur des écosystèmes, on va mieux, et parce qu'on va mieux, on peut plus contribuer, et on a des logiques gagnantes-gagnantes. Donc cette notion d'alignement qui est de se dire, en vérité, on va arriver à créer des entreprises qui, parce qu'elles sont profitables, en croissance, et arrivent à avoir plus d'impact positif au global, d'un impact net positif, et résoudre les problèmes. Donc on pense des entreprises qui alignent leurs intérêts économiques avec ceux de la société et ceux de la planète. Et ça, à partir du moment où on se met dans cette dynamique-là, on se dit, OK, mais il faut que ça tienne dans le temps, il faut que ça parte des gens. Et là, ce qui était hyper intéressant, c'est que quand j'ai creusé l'étymologie du mot alignement, je l'ai déjà dit ce matin, mais ça explique toute la slide d'après, donc je le redis. En fait, c'est un mot français donc, qui vient du Moyen-Âge. C'est comme entrepreneur. C'est pas latin, etc., c'est français. Et en fait, ça a 3 significations historiques. Donc la première, c'est on se tient droit. Donc c'est chacun d'entre nous qui nous réalignons entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et qui ont cet ancrage-là, quoi. Le deuxième, c'est la ligne. Donc, c'est ce sujet d'alignement d'intérêt que nous, on tire tout du long, en fait. C'est-à-dire de chacune des personnes, à l'équipe, à l'entreprise elle-même en tant que personne morale, à toute la chaîne de valeur, donc aux parties prenantes, puis après à la société de manière générale, puis à la planète. Donc, il y a une ligne comme ça. Et puis après, il y a une dernière chose, c'est la 3e signification historique de ce mot, qui est la lignée. Donc, c'est les générations futures. Et donc, d'un coup, on boucle la boucle assez joliment, puisqu'on intègre le temps. Et donc, ça, c'est les sujets de gouvernance, ou comment est-ce qu'on fait que cette entreprise, cet alignement qu'elle a construit à un instant T, elle va le garder, et sachant que le garder, c'est pas le bloquer, hein, c'est justement s'adapter. Mais on a les bonnes personnes et les bons angles de vue qui permettent de prendre ces décisions pour garder le cap final à chaque instant dans l'entreprise, en fait.
Et ça, c'est ce qu'on a designé. Donc là, je ne me trompe pas de sens. Voilà. Donc c'est cette ligne d'alignement où on parle de chaque personne qui finalement se retrouvent dans cette mission et dans cette entreprise et qui sont dans leur pleine puissance. Après, sur l'équipe qui, en tant que groupe, finalement, va être dans cet alignement-là, donc à la fois sur la mission, mais aussi avec une diversité, avec des angles de vue et avec une répartition de la valeur à l'intérieur de l'équipe qui permet de le faire. Et puis après, c'est évidemment toute la partie entreprise, donc c'est notamment beaucoup, là moi je vois beaucoup de désalignement là-dessus, puisqu'en fait on se rend compte que la plupart des modèles économiques historiques ne sont pas alignés dans le sens où ils ne vont pas, plus on grandit, plus on a un impact négatif. Mais ce n'est pas une fatalité. Donc typiquement, il y a le grand cas d'école de Michelin, Michelin, quand ils ont, sur une certaine, je ne sais plus exactement quel segment de pneus, mais ils sont basculés d'un modèle de vente à l'unité des pneus à un modèle au kilomètre. Et en fait, en faisant ça, ils ont augmenté le chiffre d'affaires par pneu de 2,5. Et donc, ils ont réduit d'autant leur empreinte carbone parce que les pneus, ils avaient tout intérêt à les rendre plus robustes pour qu'ils durent plus longtemps, qu'ils soient plus utilisés. Et donc, c'est là où on se dit, là, il y a des alignements en termes de modèle économique entre le chiffre d'affaires que je peux faire et la marge que je peux faire et l'impact que je peux avoir au quotidien. Et c'est à la fois un impact positif, mais c'est aussi une mitigation de l'impact négatif. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de se penser en fait, de manière holistique. Après, il y a l'écosystème qui, pour moi, est une des clés de cette transformation durable, c'est qu'on ne peut pas penser sa propre transformation sans penser celle de sa chaîne de valeur. On est dépendant de ses fournisseurs, on va être dépendant de ses clients, de l'usage qu'ils vont faire des produits et des matériaux, de toute la chaîne de recyclage, de l'économie circulaire. Donc on est dans un modèle là où on ne peut plus se focaliser uniquement sur sa propre transformation interne. On doit investir dans la transformation de sa chaîne de valeur pour créer cet effet d'entraînement-là et pouvoir, nous, en tant qu'entreprise, réussir sa transformation et son alignement. Donc ça, c'est un élément clé qui, historiquement, dans l'économie, en fait, a été plutôt dans des relations très compétitives, très prédatrices presque, et que là, on a vraiment besoin de remettre dans cette notion d'alignement d'intérêt pour arriver à faire shifter l'écosystème et réussir sa propre transfo, en fait. Après, il y a évidemment la société, la planète, et puis donc ce futur fertile qui est le sujet de comment on lock la gouvernance pour toujours garder un cap sur cette notion de futur, quoi, et de futur aligné by design, c'est-à-dire de manière structurelle dans la boîte. Donc nous, c'est ce qu'on s'est appliqué, mais surtout, on est en train de développer une méthodologie qui permet de développer les outils qui permettent de faire ça. Et comme le vrai sujet, c'est pas qu'on se transforme nous, hein, vous l'avez compris, je viens de passer 10 minutes à l'expliquer, mais c'est toute la chaîne de valeur. Le but du jeu, c'est d'en faire un commun. Et pour ça, on travaille avec l'entreprise qui s'appelle We Are Human, qui est une entreprise norvégienne, qui est celle qui a monté Kahoot, qui est très connue dans le monde de l'éducation, partout sauf en France, parce que les... non, si ça marche, je vois des trucs. Mais d'habitude, les gens disent quoi, Kahoot? Mais bon, donc en tout cas, on travaille avec eux pour en faire vraiment un produit qui permette d'outiller chaque entrepreneur, chaque dirigeant ou chaque membre d'une équipe, en fait, à toujours avoir le bon... En fait, c'est un modèle de prise de décision, en fait. De se dire comment est-ce qu'on arrive toujours à garder le cap et prendre des décisions maintenant qui règlent les problèmes que j'ai aujourd'hui, mais qui ne me font pas perdre le cap. Donc la première des choses, quand on se pose cette question dans ces sens-là, c'est qu'on se rend compte d'un truc, c'est que pour arriver quelque part à ce que ce soit réellement utile, il faut partir des tensions de la boîte. Donc ce qu'on commence par faire, c'est aller voir les dirigeants et dire c'est quoi les gros problèmes dans l'entreprise en fait. C'est quoi les principales tensions, qu'elles soient interpersonnelles entre les gens, qu'elles soient au niveau de l'organisation, qu'elles soient au niveau stratégique sur la vision, qu'elles soient en termes de gouvernance avec le board. Donc on a une espèce d'éventail en fait de tensions et on arrive assez rapidement à les clusterer, à les regrouper dans à peu près 4 ou 5 familles de tensions.
et qui sont souvent des tensions entre impact et profit, entre l'évolution de la boîte, comment on garde la culture. Enfin, donc il y a des thématiques, mais fondamentalement, on arrive en fait à les distinguer et après, on peut commencer à travailler parce que les gens ont envie vraiment de régler les problèmes. C'est les problèmes qu'on a maintenant en fait. Donc c'est une manière de poser les choses qui règlent les problèmes maintenant, mais en réalignant sur le futur. Donc une fois qu'on a identifié les tensions, il y a vraiment cette analyse. Après, on se dit, c'est quoi les solutions proposées? On va les challenger. Et la troisième, c'est qu'en fait, on les réanalyse avec cette idée de reposer la vision de l'entreprise à 10 ans avec quels sont les impacts potentiels négatifs, mais quels sont les impacts potentiels positifs qui permettent derrière de poser une grille de prise de décision. Donc on l'a fait ça déjà sur plusieurs boîtes. Et juste un point sur l'impact 360 degrés. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand les gens se posent la question de leur impact, ils parlent de ce qu'ils font, et puis ils parlent des indicateurs de la compliance, de SFDR, ou CSRD, ou machin, ou truc. Et puis en fait, les données, ça ne parle pas. C'est-à-dire que le nombre de tonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, ça c'est une donnée qui est absolument clé dans le réchauffement climatique, mais ce n'est jamais une donnée qui a fait bouger qui que ce soit dans sa propre action pour comprendre exactement ce... Parce qu'en fait, elle ne touche pas. Donc, en réalité, quand on fait travailler les dirigeants sur leur impact à 360 degrés, on leur remet on leur remet ça, en fait. Je vais vous remontrer. Là. Et on leur dit, en fait, quel peut être l'impact positif sur ce but essentiel-là, qui va être d'habiter la Terre et de produire de manière durable. Sur celui-ci, où les potentiels négatifs. Et en fait, d'un coup, comme c'est un objectif qui est très concret, là, il y a l'imagination qui sort et les gens voient, en fait. Donc, typiquement, j'ai une entreprise, on a fait cet exercice sur une de nos entreprises en portefeuille qui s'appelle Pebble, qui fait de la minéralisation du carbone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une boîte suédoise. En fait, il y a à peu près 10% du stockage du carbone par la nature qui est fait au travers du contact de l'air libre avec des roches minérales qui composent à peu près 80% du manteau terrestre. Donc c'est un phénomène naturel extrêmement, depuis toujours, quoi. Sauf que ce phénomène-là, on peut l'accélérer sous conditions de pression, de chaleur, donc dans un procédé industriel. Et en rajoutant donc du CO2 et des roches minérales comme l'olivine, le basalte, etc., en sortie, on peut avoir un nouveau type de matériau qui va être un constituant essentiel du ciment. Et donc, c'est une entreprise qui crée quelque part un procédé et des nouveaux types de matériaux qui permettent de créer du ciment qui stocke du carbone de manière durable au lieu d'en émettre lors du procédé de fabrication. Okay, donc, on voyait l'impact. Et quand je leur ai fait toute cette réflexion-là, ils se disent, là, typiquement, en impact positif, on peut arriver à stocker des volumes de carbone, comme le ciment, en termes de volumétrique, c'est majeur, quoi. Donc on peut avoir un impact extrêmement positif en termes de capture, de diminution et de réétablissement du cycle du carbone naturel. Mais il y a une tension naturelle ici, et qu'il y en avait dans l'entreprise, qui est, est-ce qu'il vaut mieux on essaye de capter le plus de CO2 possible et que le matériau de fin, il n'est pas fini, mais on en capte plus et juste on le laisse dans les décharges, dans le truc, parce que le but du jeu, c'est de capter le carbone dans l'atmosphère? Ou est-ce que c'est de recréer un nouveau type de matériau qui peut être réutilisé, où là, on change l'industrie, parce que ça va prendre plus de temps. Et donc, à court terme, on a moins d'impact. Mais à long terme, on a remplacé l'industrie, ou potentiellement, donc on a potentiellement un impact plus long. Et quand on fait cet exercice-là, on voit qu'il y a un des impacts négatifs qu'on peut avoir qui est très important, qui est juste de répandre ça sur du terrain et en fait d'empêcher la capacité naturelle la capacité de la nature, parce qu'on déverse des solides partout dans la nature comme ça et que c'est des déchets en fait. Et au contraire, empêcher cet espace-là de la nature de recapter du carbone et d'empêcher la capacité. Donc voilà. Et donc la décision, elle est simple en fait, du coup, quand on pose ça comme ça, qui est de se dire, non, ce qu'on veut, c'est vraiment changer les nouveaux types de matériaux. Ces matériaux, ce n'est pas des nouveaux déchets en plus qu'on crée, c'est des choses qui nous sont utiles au quotidien dans l'industrie de la construction, dans la manière dont on vit. Et donc on crée des trucs, une économie circulaire, et c'est vraiment quasiment là que l'impact il est plus important encore.
puisqu'on allie le fait que maintenant on considère le CO2 comme un intrant dans un procédé de fabrication de matériaux qui peuvent complètement transformer l'intérieur des industries. Et eux, quand on leur pose la question, mais est-ce que tu peux avoir un impact positif sur la santé ? Ils disent, bon, évidemment, il y a des effets indirects du réchauffement climatique, mais aussi toute la partie, potentiellement, avec ce type de technologie, on peut créer des matériaux qui sont en substitution de matériaux toxiques. Et donc, dans le procédé de choix, finalement, du type de produit qu'ils vont développer, ça va rentrer en ligne de compte. Ou sur la partie éducation et créativité, ils se disent, mais d'un coup, nous, on peut faire vraiment avancer la science sur tous ces sujets de comment on crée des nouveaux types de matériaux. Donc, on va publier tout ce qu'on fait en open source. En revanche, on peut avoir un impact négatif si les datas qu'on donne, elles ne sont pas assez prégnantes. Donc, à chaque fois, ils se posent la question et ça donne un garde-fou, en fait, qui font que derrière, les indicateurs d'impact sont une conséquence de la stratégie de l'entreprise et pas du tout un truc qui est imposé par la réglementation. Je suis claire ou pas ? Ok. Donc, si je reviens à mon petit truc là, donc voilà le résultat de tous les fers qu'on a fait, c'est de se dire, après qu'on a fait ça, on se pose la question, où est-ce qu'on veut être en 2050 ? En réalité, quelle est la gouvernance qui permet de garder ça ? Qu'est-ce que ça veut dire à 10 ans sur tous les aspects de l'alignement, c'est-à-dire en termes de overarching, ça veut dire l'état global de la boîte, mais en termes de business, on veut être à quel niveau de chiffre d'affaires, quel niveau de type de business, etc. En termes d'équipe, c'est quoi ce qu'on veut ? En termes d'écosystème, en termes de ceci, en termes de planète. Et en fait, on a des résultats super, en fait. Et ça apporte une clarté et une grille de décision extrêmement intéressante parce que du coup, on sait pourquoi on va être là dans un an. Voilà. Donc, c'est toute cette idée de faire finalement ce travail-là à la fois sur se projeter dans le temps et après voir, si on veut aller là, où est-ce qu'il faut qu'on soit dans 10 ans ? Où est-ce qu'il faut qu'on soit dans 2 ans ? Où est-ce qu'il faut qu'on soit dans 1 an ? Sur toutes les dimensions pour ne pas avoir un angle mort. Et derrière, de garder finalement cette logique de comment est-ce que derrière ça, on peut intégrer des indicateurs d'alignement. Et donc de se dire, alors je vais vous faire un petit cours compliance, 2 secondes, je vous promets, ça ne va pas durer longtemps. Donc dans la réglementation européenne, en fait, il y a 3 niveaux qui sont, et vous savez qu'en 2024, il y a une réglementation européenne qui est sortie qui s'appelle la SFDR, donc Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui est là pour dire ce qu'on veut, c'est que chacun d'entre nous, quand on va investir son argent ou le placer, il faut qu'on puisse savoir comment les investisseurs en face de nous, ils tiennent compte de tous les sujets de durabilité dans leurs décisions d'investissement et dans la manière dont ils gèrent l'argent. D'accord ? Donc l'objectif, c'est ça, c'est très simple. C'est de dire, on veut que tous les investisseurs financiers ils nous disent comment ils intègrent toutes ces notions de durabilité dans leur métier. Okay ? Et ça, c'est tout le monde qui doit discloser, mais ce qu'ils doivent discloser, c'est qu'ils doivent discloser comment ça impacte la performance financière de leur portefeuille. Donc, est-ce que les actifs que j'ai, ils sont très à risque à cause du réchauffement climatique ou ils sont très à risque de la géopolitique donc voilà, à quel point est-ce que le portefeuille d'actifs financiers que j'ai construit est résistant au futur et à tous ces sujets de durabilité ou pas. Donc, c'est l'angle financier qui est obligatoire pour tout le monde. Après, il y a 2 autres niveaux et donc c'est celui-là. C'est les risques. Comment est-ce que l'entreprise peut réagir par rapport aux risques de sustainability ? Et ça veut dire, c'est quoi le risque financier associé à des événements liés à la transformation durable ? Il y a un 2e niveau, et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le niveau de l'impact pour la Commission européenne, c'est un impact négatif. Et donc, quand on prend des engagements à ce niveau-là en termes financiers, c'est qu'on s'engage à financer des entreprises qui ne font pas de mal. D'accord ? Ça s'appelle « do no significant harm ». On ne fait pas de mal. Donc, on n'a pas d'impact négatif. Donc, on nous demande de mesurer l'impact négatif et de montrer qu'on le mitige. OK ? Et il y a un 3e niveau qui est qu'on dit qu'on a un impact positif. Et ça s'appelle le Sustainability Objective. Donc, en fait, ça, c'est l'impact à 360 degrés dont je parlais. Et ce qu'on fait, du coup, nous, c'est qu'on le projette sur toutes les dimensions de l'alignement pour pouvoir en extraire les principales données, parce qu'on ne va pas piloter ça tous les mois,
mais on en extrait les principales données dont les dirigeants pensent que ça, c'est critique et ça doit intégrer les KPIs de l'entreprise au quotidien. Ça, ce sont des données dont le board doit être responsable. Et ça, c'est des données, tous les ans, il faut un sanity check, il faut juste vérifier qu'on n'est pas en train de tout péter. Et là, on met la compliance. Donc voilà, donc, en fait, la boucle de tout ça, c'est après de pouvoir se donner les bons outils de mesure, quoi. Et je vais boire. Du coup, j'ai fini, en fait, à peu près. Donc, je vous laisse, s'il y a des questions sur tous ces trucs-là, je propose plutôt de passer les 4 minutes que j'aille y répondre. Bonjour. Moi, j'ai une question parce que vous avez récemment évoqué le changement justement dans le monde de la finance par rapport aux objectifs de futur fertile et du changement de mentalité qu'on devait avoir sur les financements de start-up et de sociétés. Et du coup, par rapport au fonds 2050, comment vous alignez justement tout cet alignement avec les objectifs de rentabilité qu'un fonds peut avoir? Et comment on peut aujourd'hui arriver à avoir un monde dans notre écosystème qui se transforme vers ces objectifs avec une finance Parce qu'on arrive un peu au bout d'un modèle. Moi, j'accompagne des startups et ça devient difficile d'aligner justement le futur et ce qu'on nous demande aujourd'hui en termes de financiers. Comment vous avez, vous, dans votre fonds, aligné ça avec vos perspectives? Oui, alors... En fait, nous, on s'est appliqué ce modèle-là. Donc, il n'était pas aussi beau, formalisé. On l'a fait de manière un peu instinctive. Mais je vais vous dire à chaque étape, du coup, ce qu'on a fait. Donc, en fait, la première des choses qu'on a faites, c'est là. Parce que, en fait, c'est surtout sur le modèle économique et la gouvernance. Il y a 3 innovations dans 2050. La première, c'est... Il y a un désalignement natif dans le modèle du capital risque qui a été complètement construit et conçu pour financer de la transformation numérique. Donc on parle de croissance à tout prix. À tout prix, c'est bien qu'on grignote sur d'autres choses. Donc je veux dire, ça a été optimisé pour des startups numériques. Et quand on regarde, c'est quoi les désalignements potentiels, je ne dis pas que tout le monde l'est, mais je dis juste de manière systémique, il y a des désalignements qui sont construits pour pouvoir émerger, quoi. Donc c'est très dur de s'aligner dans le modèle classique. Il y en a un, c'est sur le produit. Le fait qu'on soit sur des fonds fermés à 10 ans, ça fait que par nature, on va rester au capital d'une entreprise, on lui donne 6 à 7 ans en fait. Et à la fin, on lui dit, et tu vas te vendre en intégralité, puisque en fait, quand on vend les actions avec le contrôle de l'entreprise, elles valent plus cher que quand on vend une part minoritaire de l'entreprise. Donc ce modèle-là de temporalité, en fait, il faut l'arrêter. Donc nous, notre fonds, il dure 99 ans, et donc ça nécessite beaucoup d'innovation dans la construction du produit, parce qu'on ne peut pas demander aux investisseurs, vous restez 99 ans, ça va bien se passer. Donc en fait, il faut penser que dans le modèle, on puisse régénérer et donc avoir du rendement annuel pour les investisseurs. Donc en fait, c'est une manière différente de gérer l'argent puisqu'on intègre la liquidité des investisseurs dans la manière dont on va gérer les fonds qu'on investit. Et la liquidité qu'on va demander aux entreprises, elle est beaucoup plus partielle dans le temps pour pouvoir les accompagner sur la durée et se dérisquer au fur et à mesure et apporter du retour et faire patienter tout le monde plutôt que au bout de 7 ans, c'est l'heure. Donc il y a un premier sujet et ça permet une deuxième chose en termes d'alignement qui est magique, c'est que du coup on a tous les investisseurs au même endroit. On n'est pas dépendant des vintage, là c'est la crise, on a le temps en fait, on n'est pas obligé de vendre nos entreprises, on n'est pas obligé de tout ça, il suffit donc en réalité c'est beaucoup plus agile. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, comme la transformation durable, en fait, ça change tous les jours. On ne sait pas encore grand-chose. On est encore dans une phase de R&D. Il n'y a pas la recette complète. Donc, ça permet de d'adapter la stratégie d'investissement en fonction de tout ce qu'on apprend d'une année sur l'autre. Donc, en réalité, on a un problème de changement de produit. Il faut changer le produit financier. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire parce que, justement, je vous ai dit, la finance ne finance que ce qui a marché dans le passé. Un nouveau produit n'a pas ce qu'on appelle le track record, donc on ne peut pas démontrer que ça marche. Donc on est obligé de parler à des gens qui se disent
Moi, je pense que ça va marcher parce que j'ai analysé la situation et je vous dis exactement ce que je dis là, c'est que l'ancien modèle, en fait, il ne va pas marcher. Et donc, on s'est mis autour de la table, voilà ce qu'on pense être ce qui peut le mieux marcher. Et on s'est mis les marges de manœuvre pour pouvoir piloter et s'ajuster en fonction de tout ce qu'on apprend. Et donc, c'est nous qui allons potentiellement gagner. Mais ce n'est pas du tout la manière dont on réfléchit aujourd'hui et dont on prend les décisions financières. Donc, c'est dur à faire. D'accord ? Donc, le premier désalignement, c'est le produit. Le deuxième, c'est le modèle économique. On a un modèle économique qui fait qu'il y a une de nos jambes, ce sont les commissions de gestion, où là, on est indexé uniquement sur l'argent géré. Et l'autre jambe, c'est les commissions de performance, où là, on est aligné avec nos investisseurs, les entrepreneurs qu'on finance, etc. Puisqu'on ne va gagner de l'argent que si on fait des bons investissements. Et la partie commission de gestion, en réalité, elle peut très vite, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais ça peut très vite désaligner, et notamment parce que c'est un métier qui peut devenir très vite très profitable et où l'intérêt des gérants va être de plus lever de l'argent et le placer que de faire de la performance. Et en fait, d'un coup, on est tordu, quoi. Donc, on a réglé ces deux trucs-là. Donc, un, avec le produit, et deux, en disant, moi, quand j'avais monté 2050, j'avais 100% d'entreprise, j'ai tout donné à un fonds de pérennité. Et donc, les gens qui gèrent la stratégie de l'entreprise 2050, c'est un conseil d'administration de parties prenantes qui nous aligne tout le temps. Donc, il y a les entrepreneurs qu'on a financés, il y a des investisseurs qui nous ont financés, il y a des membres de l'équipe, il y a des experts qui représentent la biosphère et la société civile, et il y a les fondateurs 2050 et qui, ensemble, votent le budget. Donc, on a retiré, en fait, les biais du modèle économique pour nous être incentivés à titre personnel uniquement sur la commission de performance à laquelle on a rajouté la branche impact et la branche liquidité pour être en alignement pur et parfait sur cette triple performance. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait. C'est que c'est un nouveau type de système où du coup il y a d'autres grilles de lecture parce qu'une fois que j'ai dit ça, la commission de performance on est indexé sur l'impact, comment on le mesure ? Et aujourd'hui il n'y a pas de référentiel standard de mesure d'impact dans le monde, et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas à court terme, ne serait-ce que parce que les États-Unis, eux, ils pensent que... les États-Unis et l'Europe ne sont pas d'accord. Donc, en fait, il faut beaucoup mieux penser à un modèle d'impact, en fait, et de mesure de l'impact qui peut se traduire dans les autres référentiels. Donc, il faut beaucoup mieux penser une interopérabilité des références, des données d'impact, et travailler avec la science et les chercheurs, c'est ce qu'on fait nous pour le mettre en place, que dire ça va être ça et je prends tel truc, etc. Voilà. J'ai fini, non ? J'ai fini, je crois. Pardon. Merci beaucoup.